On parlait d'une forme de radicalisation d'un certain Donald Trump dans cette campagne et du fait que depuis maintenant 4 ans, il n'a toujours pas compris qu'il avait été viré de la Maison-Blanche et qu'il avait perdu les élections. Ça s'arrange pas, vous allez l'entendre, avec même une petite phrase qui va attirer toute notre attention. Écoutons bien. On a travaillé pendant 9 ans, on a fait un super boulot, on avait la meilleure économie au monde, on avait le mur. J'ai construit plus de 800 km de murs et personne n'en parle. Mais nous avions la frontière la plus sûre de notre pays le jour où je suis parti. Je n'aurais jamais dû partir. Franchement, la situation de notre pays était tellement bonne, nous allions si bien. Voilà, ce qu'on voulait, c'est le « je n'aurais jamais dû partir ». C'est quand même incroyable. On m'a pas viré, j'ai pas perdu les élections, mais je n'aurais, comme si la Maison-Blanche était sa propriété. Elle ne l'est pas, parce qu'il est parti, il a été 4 ans au pouvoir. Non mais, il a laissé le pouvoir. Il voulait pas ce que je vous demandais. C'est pas ce que je vous demandais. C'était juste revenir sur cette expression. Les mots ont un sens, qu'on soit en France ou aux États-Unis. C'est en cela que l'élection est unique. C'est quand même la première fois qu'on a un candidat qui, d'abord, ne reconnaît pas le résultat de l'élection précédente. Et pendant 4 ans, il a cultivé cette idée. Et ça a marché, visiblement. Et ça a marché. Il a même demandé allégeance à ses élus de reprendre ce mensonge. Sinon, il les virait. Il a contrôlé le Congrès avec cette idée que l'élection a été votée. Et pour la première fois dans l'histoire, on a un candidat qui dit si je suis vaincu le 5 novembre, ce sera que l'élection est truquée. Donc ça veut dire qu'il ne reconnaît pas par avance sa défaite. C'est quelque chose de grave dans une démocratie. C'est la première fois que ça arrive. Parce que la démocratie, c'est fondé sur quoi ? C'est fondé sur une acceptation minimale des faits, du vrai et du faux. Des institutions. Et des institutions. Qui protègent et qui font la démocratie, en général. Et du résultat des élections, quand même. Sinon, ça s'appelle une dictature. Je veux dire. Et moi, je crains que Donald Trump, le soir du 5 novembre, dise « j'ai gagné ». Quel que soit le résultat. Vous n'êtes pas le premier sur ce plateau à faut pas le craindre, penser. C'est quasiment certain. Steve Bannon l'a dit. Il faut qu'il revendique la victoire très vite. C'est une tactique. Oui. Il y en a un qui avait fait ça. Il s'appelait Bolsonaro. Oui. Oui, mais c'est pas le seul, mais c'est ce qu'il a fait. Effectivement. Et c'est pour ça que je dis que moi, en fait, je pense. Ou alors un autre, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous souvenez ? Mais c'était je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais moi, je pense qu'on n'a pas affaire à une élection avec un démocrate et un républicain. On a affaire à une élection avec une démocrate et un populiste. Donald Trump est un leader d'un autre type. D'ailleurs, le Parti républicain, certains dans le Parti républicain. Parti républicain. Non, il y a un parti de Trump. Et donc, il est sorti du cadre démocratique. Le Parti républicain, il l'a drôlement abîmé. Il l'a drôlement abîmé et il est en train d'abîmer la démocratie actuellement. Alors j'entends, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous laisser la parole parce que il est quand même. On parle de candidat populiste. Oui, mais on parle de candidat pas seul quand même, populiste. La Constitution américaine, c'est We the People. Par définition, un président américain est populiste. Oui, mais ça dépend de la définition du mot. Non, mais Moi, je qualifie de populiste les méthodes populistes, celles de Bolsonaro, et ça ne deviendra pas un dictateur. Il a laissé le pouvoir en 2020 quand il a perdu, je sache. Monsieur Ocat, pardon. Est-ce que Donald Trump a reconnu sa défaite ? Est-ce qu'il a dit, il a quitté le pouvoir, mais est-ce qu'il a, dans les mots, reconnu avoir perdu les élections en 2020 ? Non. Dans le Nevada, vous avez des gens... Non, attendez, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin. Oui, je vous en prie. Je vais aller un peu plus loin. La démocratie, qui est la définition, c'est on gagne, on le revendique, on perd, on le concède. Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite. Et donc, depuis 4 ans, entretient ce mensonge de l'élection m'a été volée. Il y a eu 64 recours déposés en 2020 devant les tribunaux pour dire que l'élection avait été volée à Donald Trump dans des États, fédéralement, etc. Aucun de ces recours n'a tenu. Tous devant des juges démocrates. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je crois à la justice, qu'elle soit donnée par la Cour suprême des États-Unis, où la majorité des juges est
3 nommés par Trump, et il y a une majorité de juges nommés par des républicains. Donc moi, je crois à la justice américaine. Juge démocrate ou pas, c'est la justice. Donc, ou alors, il faut revoir le système judiciaire américain. Donc, il y a ça, et ça fait 4 ans que ce mensonge, cette intoxication pervertit toutes les institutions américaines. Je lisais tout à l'heure dans le New York Times, qui a donc bien donné sa bénédiction à adouber Kamala Harris. Voilà. Le New York Times a fait une analyse des messages sur les chaînes Telegram. Et cette analyse par le New York Times des messages sur les chaînes Telegram, je crois qu'il y a 50 chaînes Telegram du réseau qui ont été créées après les élections de 2020 et qui appellent à la, je mets les guillemets de rigueur, la résistance. Et les extraits donnés dans le papier de New York Times sur ce qui se passe sur ces chaînes Telegram font froid dans le dos. Je ne veux pas faire de procès d'intention. On verra ce qui se passera quand le résultat de cette élection sera connu. Mais on ne peut pas dire dès à présent, comme le fait Donald Trump et ses partisans, que si Kamala Harris gagne, c'est qu'elle a triché. Ça me semble un peu fort de café. C'est pas ce qu'il a dit. Je vous laisse la parole. Aux États-Unis, c'est un système fédéral. Je voudrais qu'on y aille, moi, c'est pour ça, mais... C'est plaisir. Allez-y. C'est un système fédéral. Les Américains, l'Amérique s'est créée sur l'expulsion des Britanniques, et les Américains par nature, sont méfiants du gouvernement fédéral. Et un petit peu sur le fait qu'on ait volé les terres aux Indiens aussi. Absolument. À l'oublier. Mais la France a fait... non, mais c'est pas parce que les autres font que c'est pas bien. Mais voilà. C'est l'être humain. C'est un système fédéral, mais c'est une démocratie. Les Américains se méfient du pouvoir fédéral. Et c'est pour ça, par exemple, on l'a dit, Trump est contre l'avortement. C'est faux. Il veut simplement que ce soit les États et donc le peuple qui décide. Oui, c'est faux. Il passe son temps quand même, notamment avec les évangélistes il a été adoubé, on a vu cette scène absolument incroyable la semaine dernière, donc voilà, je ne sais pas si c'est faux, en tout cas, beaucoup, et ce que l'on entend, et c'est pas nous, simplement les sonores que l'on diffuse, ou en tout cas les participants à ces meetings, ou à ses soutiens. S'il est adoubé par le Ku Klux Klan, alors on va dire, il peut être adoubé par n'importe qui. Ah non, on n'est pas adoubé par... Mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas adoubé par n'importe qui. On peut être adoubé par n'importe qui, en effet. Oui, mais on n'est pas obligé de les inviter à ces meetings. Voilà. Magali Barthès et Julie Janus sont avec nous. Et vous êtes là où Donald Trump va passer la soirée. Et il scrutera les résultats. Vous êtes à Mar-a-Lago, bien évidemment. On vous retrouve dans un instant. Magali, je le disais tout à l'heure en plaisantant, faites attention à vous. Vous avez peut-être une cible sur le dos. En tout cas, on va écouter ce que disait le candidat républicain sur la presse hier. On le veuille ou non, ça en dit long quand même sur les méthodes et sur certaines appréciations en ce qui concerne notre profession. Après, pourquoi pas, J'ai une vitre ici. Ici, je n'en ai pas. J'ai encore une vitre ici. Et tout ce qu'on voit là-bas, ce sont des médias qui publient des fake news, pas vrai ? Donc pour me tirer dessus, quelqu'un devra viser à travers ces fake news. Et ça ne me dérange pas tellement. Ça ne me dérange pas. Magali, qu'on soit républicain ou qu'on soit démocrate, on peut quand même, ou observateur, et vous l'être, se rendre compte, et notamment vous avez assisté à ce fameux premier meeting au Madison Square Garden de reconquête, on peut dire ça comme ça. Il y a une forme de dérive et chez Donald Trump et chez certains de ses partisans et de ses soutiens. Oui, Donald Trump, c'est une polémique par jour avec une rhétorique en effet de plus en plus violente au fur et à mesure que les jours passent. Qu'il s'en prenne aux journalistes, qu'il dénonce les fake news, c'est un rituel à chaque début de meeting de Donald Trump. Mais là, clairement, avec l'extrait que vous venez de diffuser, on a franchi un seuil. Dans la foulée, le porte-parole de Donald Trump a voulu expliquer que ce que Donald Trump voulait dire, c'était que les journalistes finalement faisaient rempart si jamais on cherchait à lui tirer dessus une nouvelle fois et que donc ils étaient en danger. Vous l'imaginez, ça n'a pas convaincu grand monde. En fait, on a l'impression d'un Donald Trump qui s'éloigne de plus en plus de ses notes, de ses fiches, qui est en roue libre et qui est de plus en plus agressif. Il y a quelques jours, il s'en est pris à Liz Cheney, qui est une ancienne républicaine qui l'exècre en disant elle serait peut-être moins va-t-en-guerre si on lui mettait des fusils sur la tempe.
C'est ce genre de rhétorique auquel on assiste aujourd'hui. Dans tous ces meetings, il est aussi en boucle sur les fraudes dont vous parliez, sur les soi-disant triches. Il dénonce le Parti démocrate comme un parti absolument démoniaque qui serait prêt à tout pour le faire perdre. On a un Donald Trump qui, en effet, multiplie les agressions, les insultes. La question, c'est dans quel but? Pourquoi? Est-ce que c'est pour galvaniser sa base? Sa base, on la rencontre tous les jours avec Julie Janus. Elle l'est déjà archi convaincue. Avec ce discours anti-système, il cherche aussi certainement à faire revenir dans les urnes des électeurs qui ne vont plus voter, qui se désintéressent de la démocratie américaine. Mais le risque pour lui maintenant, dans la toute dernière ligne droite, c'est de voir se détourner du parti républicain, les indécis. Et c'est vraiment là-dessus que mise aujourd'hui le parti démocrate, en misant notamment sur les femmes qui seraient en effet en train de se détourner de lui à cause de ses propos de plus en plus misogynes. Magali, on vient de voir deux Donald Trump, l'un avec une casquette rouge, l'autre avec une casquette noire. Alors la dernière fois que l'on a vu une casquette noire à un meeting, elle était portée par Musk, c'était ce fameux meeting où il a apporté son soutien. Je crois savoir qu'il y a une explication et on va rester peut-être dans cette forme de radicalisation. En tout cas, je ne sais pas si c'est celle de Donald Trump, mais en tout cas de ses partisans ou de certains de ses partisans. Oui, absolument. En fait, cette casquette noire dont vous parlez, c'est la casquette des Dark MAGA. Des MAGA, donc des Make America Great Again, mais version la plus sombre. Et en effet, c'est Elon Musk qui l'a popularisé en s'affichant aux côtés de Donald Trump en disant « Je ne suis pas seulement MAGA, je suis Dark MAGA ». Et Dark MAGA, ça veut dire une version plus sombre, plus violente de cette mouvance trumpiste. Ce sont des gens qui sont persuadés que Donald Trump est une sorte de super-héros qui seul pourra sauver un monde à la dérive et qui, en effet, plaide pour la violence au cas où. Et c'est vraiment cette radicalité que l'on sent monter et que Donald Trump, dans ce genre de propos que l'on vient de diffuser, encourage. C'est pour ça que le climat est en train de se tendre ici, que l'inquiétude est en train de gagner, parce qu'on demande ce qui va pouvoir se passer dans la nuit prochaine. Là, on est ici avec Julie Janus, juste à côté de Mar-a-Lago. C'est là que Donald Trump va passer sa journée demain avant une soirée dans un centre de convention de Palm Beach. Et les démocrates, manifestement, sont convaincus qu'il va chercher à annoncer au plus vite sa victoire avant même le décompte final de ses bulletins de vote. Merci beaucoup Magali, merci à Julie. Voilà Magali qui, je vous laisse la parole, attendez un instant, Magali qui confirme donc cette information que vous aviez que Donald Trump pourrait prendre la parole, dire j'ai gagné, alors qu'il n'aura pas forcément gagné. Revenons sur les mots, parce que les mots ont un sens, et je vous en réserve encore quelques-uns de Donald Trump, mais qu'on le veuille ou non, il y a quand même des propos que l'on n'a pas l'habitude de voir dans une campagne électorale, ou alors, bon, on est revenu à l'époque du Far West, et puis... Pas dans les démocraties occidentales, en tout cas. Voilà. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un caractère inédit, avec une violence politique qui est quand même qu'on n'a jamais vue. Et c'est pour ça que je parlais de populisme, et qu'on sort du cadre de l'exercice de la vie démocratique tel que les démocraties jusque-là les ont vécues. Il y a à la fois dans le langage, on a vu ces propos d'une misogynie absolument incroyable, même pornographique, enfin avec l'histoire de son micro, des propos xénophobes et des propos toujours qui attisent la haine et la division. Et c'est vrai que Magali a raison, il va chercher vers sa droite, il va chercher vers le centre, il cultive. Est-ce que c'est pas le vrai Trump en fait? Oui, mais Magali disait, il est en roue libre. Mais il a toujours été comme ça. Bien sûr que non. Il a toujours été comme ça. On parle de violence. Qui attise la haine depuis 4 ans? 2 tentatives de destitution, des procès à tire-larigot qui n'ont jamais donné quoi que ce soit. Attendez. Et les procès, ils ne sont pas tombés de nulle part, et pour l'instant, la plupart sont à l'instruction. Vous ne pouvez pas nous dire... Qui a été la victime de 2 tentatives d'assassinat? Mais vous savez... Parce que notamment Biden a dit il faut le mettre dans l'œil du viseur. Non, mais pas ça, vous êtes d'une mauvaise foi affichée là pour ce coup. Il y a une dialectique. Mais pas du tout. Démocrate. Est-ce que c'est pas lui par ses propos? Qui est traité de fasciste et de Hitler? Est-ce que c'est pas lui? C'est le point Godwin, vous savez, à un moment donné, qui est-ce qui a dit que Hitler avait des généraux qui étaient vraiment bien et qu'il faudrait s'en inspirer? Il n'a pas dit ça. Ça a été rapporté par le New York Times. Il n'a jamais dit ça, mais la violence, c'est lui qui a pris une balle. C'est son ancien directeur de cabinet. C'est lui qui a pris une balle
qui aurait pu évidemment... Oui, excusez-moi, là on est vraiment dans le monde de Trump. On est dans les... Par un fanatique fanatisé. Attendez, laissez-moi dire un mot. Mais c'est Hitler, c'est un dictateur. Il a été président pendant 4 ans. Mais non, le Hitler c'est arrivé après. Mélangez pas tout, le Hitler est arrivé après. Bon, vous savez quoi ? Écoutez, j'en ai encore une petite pour vous allez voir. Avec plaisir. On va l'écouter et on en parle juste après. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, nous sommes sur le point de vivre les 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Regardez, ça va être tellement bien, tellement amusant. Nous allons atteindre des sommets que ce pays n'a jamais atteints et que personne n'aurait même pensé pouvoir atteindre. Voilà, ça va être difficile pour certains, ça va être très très difficile. C'est pas la première fois, et là vous n'allez pas me dire le contraire, c'est lui qui l'a dit, il promet vengeance pour ceux et celles qui se sont mis entre... C'est ce qu'on appelle en droit anglo-saxon, dans les pays anglo-saxons, le spoil system, c'est-à-dire le système des dépouilles. Quand vous arrivez au pouvoir, le Premier ministre anglais par exemple, vous vous débarrassez des collaborateurs. Attendez. Moi j'adore... Votre métier c'est quoi ? C'est de dire que... Votre métier, c'est quoi ? Comment ? Votre métier. Je suis avocat. Voilà, merci. Juste, non, mais pour une toute petite chose, c'est que vous plaidez très bien le Donald Trump, on a entendu. Mais quand il le dit, et là, c'est personne d'autre, à moins. Quand il le dit, et personne d'autre ne le dit que lui, que en ce qui concerne les ennemis de l'intérieur, en ce qui concerne celles et ceux qui s'opposeront à lui, il enverra la garde républicaine, il enverra l'armée pour les punir. On n'invente rien. Pourquoi vous niez ? Je ne nie pas. Dans le respect de quoi ? Quand là, il dit que pour certains, loi, ça va être très très dur. Non, mais est-ce que c'est un homme politique qui doit dire ça ? Comment ? Est-ce que c'est un homme politique qui doit dire ça ? Est-ce que ça donne pas un ton à la campagne ? Vous en avez fait des campagnes. Trump est un extraterrestre. Je vais essayer de parler. Allez-y. Si c'est possible. Ce qu'on voit, c'est que Donald Trump, je trouve ça très intéressant le papier qu'a fait Magali, il n'a plus de notes. Il n'a plus de gens autour de lui pour le canaliser, ce qui était pourtant le cas en 2016. Là, on est en 2024 et c'est parfaitement différent. Les sondages ont beaucoup bougé en ce qui concerne Donald Trump, en faveur de Donald Trump ces dernières semaines. Et puis, il y a un frémissement ces derniers jours en faveur de Kamala Harris. Peut-être parce que le mime d'un acte sexuel sur un micro, peut-être les phrases impressionnantes, on les a entendues, dites par Donald Trump ou ses soutiens lors des meetings, ont fini par inquiéter peut-être une partie très minoritaire, c'est vrai, du vote républicain, mais une partie cruciale, puisqu'on l'a dit, l'élection n'a jamais été aussi disputée aux États-Unis. Et il faut comprendre, on peut y revenir rapidement, 50 États américains, ce sont 50 élections. Il n'y a pas une élection nationale. Vous êtes républicain en Californie, n'allez pas voter, ça ne sert pas à grand-chose. Je grossis le trait, évidemment, de la même manière que si vous êtes démocrate au Texas, ça va être plus compliqué. Bon, donc, ou en Arkansas plus exactement. Donc, on voit bien qu'on est là dans un système très différent du nôtre et avec des sondages qui peuvent se tromper. Ce qui implique aussi cette radicalisation qu'on voit. Si vous me le permettez, j'ai fait une petite recherche. Si les sondages dans les États se trompent comme ils se sont trompés en 2020, Harris perd, 226 grands électeurs, Trump gagne par 312. Si les sondages dans les États se trompent comme ils se sont trompés aux élections de mi-mandat en 2022, c'est Harris qui gagne par 303 grands électeurs et Trump qui perd par 235. Donc la marge d'erreur, la capacité de ces sondages si serrés à se tromper ne nous donne aucune indication. Et la radicalité de Trump, je trouve, répond à cette incertitude. Il lui faut d'une certaine manière jouer, vous n'allez pas aimer ça, mais tant pis, j'y vais, jouer au mal alpha pour être sûr de garder tous ces électeurs. Alors, sauf peut-être les femmes, on en parlera. Merci Sylvia de nous avoir rejoints. D'être un mâle, alpha, comme vous dites, il n'a pas besoin de téléprompteur. Il a 81 ans, il est en pleine forme. Ça n'a rien à voir. C'est comme vous faites. Il n'a rien à parler, par exemple. Il empêche sur le plateau de parler. S'il vous plaît, Dominique Simonet, depuis tout à l'heure, vous interrompez tout le monde. C'est du Trump.
C'est du Trump. Absolument voilà comment pas. Trump fait. Absolument pas. Ça s'appelle pas la démocratie. Je ne suis pas Donald Alors, Trump. comme on est encore un peu sur ce plateau en démocratie, Dominique Simonet, je vous laisse la parole. Je pense qu'il faut faire très attention de ne pas se laisser prendre dans ce monde de Trump, qui est un monde où il y a sans arrêt des inversions de sens, sans arrêt. Il insulte, il ment, et il accuse ses adversaires de ce qu'il fait lui-même. Il faut faire très attention à ça. Par exemple, quand il dit que l'élection est truquée, c'est pas vrai. Les élections sont fiables aux États-Unis. Mais si on commence à rentrer dans ce narratif, eh ben, d'une certaine manière, on rentre dans son monde. Et c'est ce qu'il va faire sans doute le soir, Valérie. On l'a répété. Et Magali l'a dit aussi. Hein. Et Magali aussi. Et s'il dit, voilà. J'ai gagné. Alors en Géorgie, on n'aura pas le comptage, le Michigan, ce ne sera pas sûr, peut-être que la Pennsylvanie, on ne sait pas. qu'est-ce qu'on va tous faire? On va devoir répondre à Trump qui dit « j'ai gagné ». C'est sa manière de faire. Et donc, il faut faire très attention à ça. Il faut rester, nous journalistes, experts, commentateurs... Je pense surtout, moi, aux Américains, quand même. Oui, aux Américains. Il faut rester... On va y revenir, mais... Il faut rester dans cet équilibre. Et aussi, je pense qu'il y a un moment où... il ne s'agit pas de prendre parti ni d'être de gauche ni de droite ou démocrate ou républicain, et simplement de reconnaître qu'il y a des actes et des paroles de Trump qui ne sont plus dans le cadre d'une démocratie, et il faut le dire, il faut le dénoncer, c'est notre devoir. Et peut-être aussi d'une campagne électorale sans prendre parti pour un camp. C'est le premier amendement des États-Unis, on peut dire absolument ce qu'on veut. Alors, on va parler de triche, parce que là aussi, c'est une obsession dans le camp républicain, chez Trump. À chaque missile, il dit que... J'ai dit missile ? Non. À chaque meeting, je voulais dire. Pas mal. Pas mal. C'est pas fait exprès. C'est intéressant. Eh bien, il parle de tricherie. Et quand c'est pas lui, ce sont ses soutiens. Il galvanise même son électorat en disant que les élections sont déjà faites, que la fraude existe. Et on parlera de ces pauvres Américains après. Mais on va voir que et avec vous, Sylvia, tout ça, c'est intellectualisé. Mais avant, si vous êtes d'accord, oui, on l'écoute. On l'écoute. Notre pays est un pays malhonnête, c'est un pays tordu et nous allons le redresser. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on ne veut pas de carte d'électeur, c'est pour tricher. Il n'y a pas d'autre raison et ils trichent. Alors, comment sait-il qu'il triche? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va avancer sur ce dossier avec vous, Sylvia. Comme je disais, tout ça est réfléchi. Effectivement, Trump le martèle depuis 4 ans, on le dit ici, les démocrates vont tout faire pour truquer les élections. Comment? Alors, 13 façons possibles pour l'ancien président. C'est le Washington Post qui les répertorie et les démonte, surtout certaines affirmations datent de 2020. Et puis, il y en a de nouvelles. Exemple avec celle-ci, les migrants non citoyens vont voter en masse. C'est ce qu'il a dit lors de son débat avec Kamala Harris le 10 septembre. Et il le répète sans arrêt. C'est d'ailleurs pour cela que tous ces migrants sont arrivés aux États-Unis. C'est parce que les démocrates veulent les faire voter. Évidemment, la loi interdit aux non-citoyens de voter aux élections fédérales. 36 États exigent une pièce d'identité. Il peut y avoir des migrants qui ont voté par le passé, mais selon le journal, eh bien, ces cas ne représentent qu'un très très faible pourcentage du total des votes exprimés. Pareil pour le vote des Américains à l'étranger. Ça, c'est un autre scénario. Trump estime que l'absence de vérification fait que des milliers de personnes pourront voter illégalement, mais il n'y a pas d'antécédent de fraude. Et contrairement à ce qu'affirme Trump, eh bien, la loi est stricte. Seule la vérification de l'identité peut différer d'un État à l'autre. Il y a aussi le vote des morts. Selon Trump, eh bien, le 6 janvier 2021, c'est ce qu'il a dit juste avant l'invasion du Capitole, il a affirmé que 8000 morts avaient voté en Pennsylvanie. Tout est faux. Un seul cas documenté dans cet État a été remonté. Alors, même la météo ferait partie du complot. Et pourtant, Tatiana Silva est bien avec nous. Elle n'est pas aux États-Unis, donc... Voilà, non, en quelque sorte, effectivement. Après les ouragans qui ont frappé les États du Sud-Est cet automne, et notamment la Caroline du Nord, certains habitants auront du mal à se déplacer pour aller voter. Beaucoup de fake news ont circulé cet automne sur cet ouragan, sur les conséquences, en affirmant que les financements d'urgence n'allaient pas aux victimes des ouragans, mais plutôt aux migrants. Voilà, ça c'est un autre scénario qui circule. Enfin, la nomination démocrate est un coup d'État, référence au retrait de Biden et à l'arrivée de Kamala Harris. Il s'agit même, selon Trump, du premier coup d'État de l'histoire de l'Amérique. Biden a été désigné par la primaire démocrate et pas Kamala Harris. Mais tout cela est totalement légal et Trump n'y peut
absolument rien. Alors, je vous laisse lire les autres allégations, hein, il y a des grands classiques, hein, comme les poursuites judiciaires à son encontre, qui constituent une ingérence électorale, on en a parlé beaucoup ici, ou encore les machines à voter qui sont truquées, qui sont piratées. Bref, beaucoup de scénarios qui seront sans doute évoqués dans les semaines à venir si Kamala Harris est élue. Merci beaucoup, Cilia. Je me pose juste une question. Dites donc, s'il est élu, c'est truqué alors ? Ben non. Justement. Ah, dans ce sens-là, c'est pas truqué ? La rhétorique est celle-ci. C'est truqué. Il est persuadé qu'il va gagner et que donc s'il gagne, c'est la logique. En revanche, il est tellement persuadé qu'il est le gagnant de cette élection comme il l'était en 2020 que si ce n'est pas lui qui arrive en tête des votes annoncés, c'est donc que Kamala Harris a gagné ça. Vous connaissez l'expression ? Face tu perds, pile je gagne. Voilà. C'est exactement ça. Oui, voilà. J'avais compris, mais ce qui m'intéressait, c'est que... On ne sait absolument pas s'il va dire ça. On ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas si Trump... Ah non, ça, on ne sait pas qui va gagner. Je suis d'accord. Alors, maître, je suis d'accord avec vous. Moi, je pose une question. Oui, je vous écoute. Peu importe, républicain, démocrate, il y a des électeurs américains qui ont été, pour certains, un peu blackboulés quand même dans cette campagne. Il y a des mots qui ont été dits. Il y a... On le dit, et pas que sur ce plateau, bien évidemment, et tous les observateurs, dont je ne fais pas partie, le disent, on est sur une Amérique fracturée. Il y a peu de chances, dans les mois ou dans les années à venir, qu'elle puisse se parler de nouveau. Ces pauvres Américains, ils font quoi pendant 4 ans ? D'abord, l'Amérique ne va pas se fracturer. Elle sait jamais. On n'est pas au temps de la guerre de sécession. Elle ne se fracturera pas. L'Amérique. Vous en êtes bien sûr, certains le disent. L'Amérique a une constitution qui date qui a 250 ans. Nous, en France, dans l'intervalle, on en a eu 5 constitutions. L'Amérique est un pays stable. L'Amérique est le pays le plus démocratique du monde. On ne votera pas d'ailleurs le jour de l'élection que pour le président. On va voter pour le gouverneur, le procureur, le shérif. Et ça veut dire que je pense que vous êtes sur l'avortement. Exactement. C'est la vraie démocratie, comme en Suisse. C'est-à-dire que les gens donnent leur avis sur tout un votations. Il y a des Parce que les États-Unis, ce ne sont pas la Suisse, on est bien d'accord. Au niveau du poids international, notamment sur des conflits qui aujourd'hui nous préoccupent. Mais moi, ce que je trouve assez extraordinaire, je vous entends, hein, vous avez l'air de nier absolument tout ce qui se dit depuis le début de cette campagne. Pas du tout. Mais si, cette Amérique fracturée, moi, je n'en sais rien, je ne fais modestement que lire, qu'écouter des reportages qui sont faits par des journalistes, d'écouter un certain nombre de spécialistes. Et vous dites que non. Parce que l'Amérique est le pays du consensus et qu'une fois que les élections auront lieu, quel que soit le gagnant, les Américains se retrouveront, ils ne se détestent pas. C'est un pays qui respecte la loi, c'est un pays protestant qui est attaché au respect de la loi. Il n'y aura pas d'émeutes, il n'y aura pas de guerre civile. Il n'y aura pas un Capitole 2. Il n'y aura pas de Capitole 2 parce qu'ils ont pris des mesures de protection. Non, mais ça, c'est pas une raison. Oui. Non, il n'y aura pas de mesures de protection, c'est pour empêcher. On ne peut pas empêcher une foule d'essayer de prendre assaut quelques monuments que ce soit. Mais en tout cas, il y a des mesures qui vont être prises. Et une fois de plus, le 6 janvier n'était pas le fait de Donald Trump. Il a appelé à l'apaisement. Mais ces gens avaient le droit, premier amendement des États-Unis, ces gens avaient le droit de manifester. Pour une fois, je suis... Pour 5 morts, monsieur. Mais qui sont 5 morts. Alors, qui sont dus à Donald Trump. 900 arrestations et 900 condamnations. Qui sont dus à Donald Trump. 5 morts. Mais oui, on a ce qui veut dire que c'est pas un petit événement. Vous avez mais là, on a l'impression qu'il marchait sur le Capitole, a-t-il dit. Enfin, quand même. On l'a vu. Calme. Nos yeux. Et je voudrais répondre à monsieur. Mais juste une chose, pardon Valérie, je suis un petit peu d'accord avec vous sur le plan de l'Amérique, ça va vous surprendre d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a peut-être une distorsion de notre vision. On voit l'électorat, on voit les élections, on voit les campagnes qui sont extrêmement exacerbées, électriques, hystériques, et qui mettent en gros trait un petit peu tous les discours, si tenté d'ailleurs qu'on ait parlé des programmes, parce qu'on n'en parle pratiquement jamais. C'est ça qui est assez extraordinaire. Les Américains vont devoir voter alors qu'on n'en sait que pouic. On connaît le programme de Trump, on ne connaît pas celui de Kamala. Mais dans la réalité, d'abord géographiquement, je disais tout à l'heure, ce sont des pixels, la carte électorale, tout est imbriqué. Il y a un État bleu, il n'est pas bleu. Il y a la moitié de rouge et inversement. Donc déjà géographiquement, les Américains sont mélangés. Mais sur le plan des valeurs, il y a des consensus. L'avortement qui fait... qu'est-ce qu'on voit l'avortement ? Il y a le pays coupé en deux
à cause des mesures qui ont été prises ou plutôt de la dérégulation, la perte du droit fédéral pris par la Cour suprême. Le pays est coupé en deux. Mais dans la réalité, il y a 2/3 des Américains qui sont pour le droit à l'avortement. Donc, ça ne reflète pas l'opinion. Et on a plein de thèmes comme ça. Par exemple, la santé, par exemple, même l'immigration. D'ailleurs, je pense qu'il peut y avoir une forme de consensus, sauf que ça avait été bloqué au Congrès. Il y a en revanche plus de dissensus sur l'Ukraine. Mais d'une manière générale, il y a quand même une société américaine qui n'est pas si hystérique que ça. Alors après... mais c'est une société, regardez ces images américaines quand même, nous sommes à Washington, image de nos équipes qui se barricadent pour éviter un appel, si je vous suis, maître, malencontreux, une mauvaise interprétation. Ça me rappelle les gilets jaunes. C'était pas très démocrate. Mais non, casser, piller, on peut pas dire que ce soit... Je voulais dire ce que vous venez de dire, Dominique. Non, mais il n'y a aucun problème. Il y a effectivement plusieurs Amériques qu'on voit s'afficher sous nos yeux. Il n'y a pas que des gens radicalisés. Mais c'est radicalisé du côté démocrate, sans doute, de votre point de vue, du côté trumpiste, du point de vue des démocrates, sont une minorité extrêmement bruyante. Absolument. Et parfois extrêmement agissante et qui communique. Et vous dites qu'il n'y aura pas de nouveau de 6 janvier. D'abord parce que Donald Trump n'est plus le président. Attends, je vais finir. Donald Trump n'a plus les rênes du pouvoir. Et deuxièmement, ce que disent les spécialistes sur le terrain, ce que hélas, je ne suis pas sur le terrain, ils disent que la crainte, c'est une prolifération de 6 janvier un peu partout dans le pays, enfin dans certains endroits du pays. Je ne sais pas, on verra. Moi, j'ai toujours... Le FBI y croit aussi, puisqu'il y a un certain nombre de points qui ont été... Tout ce qui est prévisible sous surveillance se passe rarement. Tout ce qui est prévu, tout ce qui est annoncé à grand renfort de manchettes de journaux se produit assez rarement. Je ne veux pas dire que ça ne se passera pas. Je dois dire que je crois beaucoup à une forme d'intelligence collective et au fait que veulent les Américains? Ce sont des énormes bosseurs. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler, aller à l'église, emmener leurs enfants à l'école, se loger, etc. Et avoir de l'essence dans leur pick-up, etc. Je vais finir. Moi aussi, j'ai vécu aux États-Unis. Et donc, il faut bien comprendre que dans une immense majorité des cas, les Américains, au lendemain de cette élection qui aura été une angoisse psychologique, un stress terrible, on le vit d'une certaine manière nous aussi, parce que cette élection nous concerne de la même manière, mais imaginez-vous les Américains à qui on promet émeutes et révolutions et fusillades dans les jours qui vont suivre. C'est un stress énorme. La grande majorité va vouloir retourner à sa vie et qu'elle se passe le mieux possible. Mais il y a des minorités agissantes qui n'ont pas envie que ça se passe comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai vécu 10 ans à Los Angeles. À l'époque où j'y étais, un loyer d'un appartement, on va dire, c'était des $2 000. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous loger à Los Angeles à moins de 6 ou 8 000 $. Quand je suis arrivé en Californie, j'ai découvert que les prix étaient extrêmement bas. Je faisais le plein pour 4 fois ou 5 fois moins qu'en France. Et bien tout ça a changé, parce que pendant ce qu'on a appelé le Biden Economics, l'inflation est devenue galopante, les loyers, et une fois de plus, je le répète, les Américains vont voter sur le pocketbook, sur le portefeuille, c'est l'économie. Alors il y aura l'immigration aussi, mais c'est l'économie. Est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 4 ans? Reagan avait posé cette question, Trump la pose, et les Américains vont se déterminer là-dessus, et pas sur l'avortement. Entre autres. Mais en grande partie. C'est l'économie. Pas seulement. Les gens qui vont faire leurs courses, je suis désolé, mais les gens qui vont faire leurs courses, qui payent leur loyer, qui ont du mal à payer leur loyer à la fin du mois, ce qui les intéresse... Quand ils peuvent se loger. Quand ils peuvent se loger. C'est le pouvoir d'achat qui les intéresse. Et à l'époque de Trump, tout ça était beaucoup moins cher. Oui, alors grâce à Trump ou grâce à Trump. Parce que la conjoncture économique était différente? Non, il a vaincu le Covid comprenne. Par ses politiques économiques, la fiscalité qui a été adaptée. Biden, comme tous les gens de gauche, veut taxer les méga riches. Elon Musk est un méga riche, mais lui, ça va être dans 4 ans, je crois, le premier trillionnaire. Enfin bon, c'est un type exceptionnel. Et il finance Trump. Je ne sais pas s'il est exceptionnel, mais il est très très riche. Mais c'est un génie. Et heureusement que nous avons... C'est l'homme le plus riche du monde. Oui, mais il a créé Tesla, il a fusé ça. Et nous avons
anciennement Twitter, qui est un vecteur d'information qui, lui, n'est pas censuré. Sur Facebook, Zuckerberg... D'information... Écoutez, j'ai mis un post sur Facebook qui n'était absolument pas partisan, qui a été supprimé par Facebook et par Mark Zuckerberg. Sur X, au moins, on peut s'exprimer. Alors, l'économie